La question numéro 2, c'est maintenant une question d'hémodynamique. Donnez la formule du calcul ce qu'on appelle le delta PP. Et la question était quelle est la valeur seuil pouvant prédire une réponse au remplissage? Et on nous demandait également de préciser les conditions de validité de la mesure. Alors le delta PP, hein, donc c'est un des indices de précharge dépendance. C'est un indice dynamique de précharge dépendance et ça nous permet en fait de d'évaluer les variabilités respiratoires de la pression artérielle. Ça se fait avec une pression artérielle invasive, une pression artérielle sanglante, et et ça se base sur le fait que grosso modo quand un patient respire, et ça va entraîner une variation de son volume d'éjection et donc de sa pression pulsée. Donc en télé, alors c'est un peu décalé avec la ventilation, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on inspire, enfin quand le patient est ventilé sous ventilation mécanique et qu'il est en inspiration, les pressions thoraciques augmentent. Et donc ça va entraîner plusieurs choses. Ça va entraîner une diminution du retour veineux, parce que les pressions thoraciques sont plus importantes. Et en parallèle, ça va entraîner une chasse pulmonaire du sang, une chasse des capillaires pulmonaires du sang, et donc ça va favoriser le remplissage ventriculaire gauche. Et l'augmentation de pression intrathoracique va également améliorer la post-charge ventriculaire gauche, parce que les pressions intrathoraciques appuient sur la paroi myocardique et donc va favoriser l'éjection cardiaque. Et en phase d'expiration, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et donc, le volume de remplissage du ventricule gauche va dépendre de la phase du cycle respiratoire. C'est ça la notion de delta PP et de manière plus générale de variabilité de volume d'éjection ou de variabilité de l'index de plethysmographie. C'est lié à ce phénomène de ventilation mécanique et de remplissage plus ou moins important du ventricule gauche en fonction du cycle respiratoire. Donc le delta PP, la formule, c'est pp max moins pp min divisé par pp max plus pp min divisé par 2. Elle est sur la diapo d'après. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce delta pp, eh ben, en fait, il va être prédictif du remplissage, de la réponse au remplissage, mais qu'il y a des facteurs confondants. Notamment les situations dans lesquelles cette variation de remplissage du ventricule gauche ne dépend pas en fait des interactions cœur-poumon comme en situation physiologique. Ça va être par exemple la situation de dysfonction cardiaque droite, parce que dans ce cas-là, en fait, le remplissage du ventricule gauche va plus dépendre des pressions intrathoraciques, mais va dépendre de l'effet sur le ventricule droit des pressions intrathoraciques. C'est la même chose dans le cas de dysfonction cardiaque droite ou dans le cas d'une hypertension artérielle pulmonaire. Ça revient un peu au même. Dans les cas d'hypertension artérielle pulmonaire importante, on n'a plus, le delta PP est faussé et en fait la réponse au remplissage se fait pour des delta PP qui sont bien supérieurs à 13%. Donc le seuil de 13% n'est plus valable. En cas d'hyperpression intra-abdominale, c'est la même chose. Le seuil de réponse au remplissage va être sous-évalué si le volume courant n'est pas suffisant. Normalement, le- le- comment cette réponse au remplissage a été évaluée en fait pour des volumes courants de l'ordre de 7 à 8 ml/kg. Si on n'est pas dans ces ordres de volume-là, et notamment en ventilation ultra ou protectrice à 6 000 kg, théoriquement, ça va entraîner une moindre variation du delta PP, et donc du coup, le seuil de réponse au remplissage pourrait être inférieur à 13%. En cas de dysfonction cardiaque gauche, en cas de SDRA, en cas de faible compliance pulmonaire, de même, le seuil est inférieur. Et pour les fréquences cardiaques extrêmes, enfin les fréquences cardiaques trop faibles, excusez-moi, ou les fréquences respiratoires trop importantes, donc en fait le ratio fréquence cardiaque sur fréquence respiratoire a aussi un impact. La fréquence respiratoire, quand elle est trop élevée, ben, en fait l'oscillation est trop rapide, et donc du coup on n'arrive plus à avoir un delta PP qui augmente en cas de précharge dépendance. Et de même, quand la fréquence cardiaque est trop lente, c'est pareil, le cœur a trop le temps de se remplir et on ne va plus avoir les variations respiratoires. Enfin, les variations respiratoires vont plus entraîner de variations hémodynamiques intracardiaques et donc de variations du volume d'éjection. Pardon, Oui. désolé. Oui. Juste l'hypertension artérielle pulmonaire, j'ai pas saisi. Elle. En fait, c'est la même chose que en fait, dans l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est un peu la même chose que dans la dysfonction cardiaque droite. Ce qui se passe, c'est que
le delta VP et tous les indices de précharge dépendance euh, font l'approximation que la précharge, donc ce qui arrive au cœur, va entraîner une variation de remplissage du ventricule gauche. Quand on a une dysfonction cardiaque droite ou une situation d'hypertension artério-pulmonaire dans laquelle il y a une gêne à l'éjection du ventricule droit, ça revient au même, hein, en fait. Hein, c'est soit que le ventricule droit n'éjecte pas assez, soit que la pression dans l'artère pulmonaire est tellement importante que même avec un ventricule droit compétent, on n'arrive pas à éjecter. Ben, dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est que le ventricule gauche, enfin la précharge du ventricule gauche, dépend plus des variations respiratoires, mais dépend directement de la fonction du ventricule droit. Est-ce que je le refais ou pas? Non, non, c'est bon. C'est bon, merci. Il faut vraiment voir, vous voyez, la courbe de Frank Starling, où quand on met du volume dans le système cardiovasculaire du chien, il y a une augmentation de l'éjection cardiaque. Oui, oui. Ça ne marche que si le ventricule droit est suffisamment compétent pour remplir le ventricule gauche. Si vous avez une déférence ventriculaire droite, de manière générale, ou une HTAP très prononcée, vous avez beau remplir à droite, vous n'avez pas amélioré la précharge, vous n'avez pas amélioré la précharge ventriculaire gauche. Et donc tous les indices de précharge dépendance ne fonctionnent pas. Et de même, le remplissage ne fonctionne pas. D'accord? Donc dès qu'on a une dysfonction cardiaque droite ou une HTAP, alors je ne parle pas de l'HTAP avec une PAPS à 30, hein, normalement ça marche encore. Mais si vous avez une HTAP dans par exemple les connectivites, avec des HTAP précapillaires monstrueuses, des PAPS à 70, là Il dans faut ce mettre, cas-là, c'est ça? bah, de base, en fait, le patient en ventilation mécanique, il va avoir un delta PP à 17-18%. Et pour autant, si vous le remplissez, il ne va pas répondre au remplissage. Mm. Parce qu'en fait, l'obstacle est à droite. C'est ça qu'il faut comprendre. Le delta BP va être à 15%, mais ça ne va pas prédire sa réponse au remplissage. Ok. Vous voyez? Oui, C'est oui. ça qui est important. Merci. Les variations respiratoires avec le delta PP ou tous les autres indices dynamiques, ça signifie juste que les interactions cœur-poumon, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a de l'interaction cœur-poumon et que, du coup, dans une situation physiologique, si on remplit le cœur gauche, on va, et qu'il y a que le patient n'est pas complètement insuffisant cardiaque gauche. D'ailleurs, vous voyez, la dysfonction cardiaque gauche, hein, c'est une situation dans laquelle ça ne fonctionne pas. Donc, il faut avoir un cœur gauche qui fonctionne et un cœur droit qui remplit le cœur gauche pour que le delta PP fonctionne, pour que les conditions fonctionnent. Toutes les situations dans lesquelles l'une ou l'autre de ces conditions ne sont pas remplies, bah, vous allez avoir le delta PP qui est calculable, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir une réponse au remplissage, à savoir une augmentation du débit cardiaque en cas de remplissage vasculaire veineux. OK? Donc la formule du calcul du delta PP, PP max moins PP min sur PP max plus PP min divisé par 2. Alors, il ne faut pas oublier le fois 100, parce qu'en fait, le delta PP, il est donné en pourcent. Si vous faites juste ça, vous avez une valeur en 0,18, et donc il faut le multiplier par 100 pour faire du 18%. Le cutoff, c'était assez compliqué. La question 2, je vous rappelle, c'était préciser les conditions de validité, d'accord. Quelle est la valeur seuil pouvant prédire une réponse en remplissage? Alors, historiquement, en fait, le delta PP, il a été fait par des réanimateurs médicaux. Et donc, le cutoff qui a été trouvé en réanimation, c'était 13%. Un patient qui a un delta PP supérieur à 13% est susceptible de répondre à l'expansion volémique. Mais ça a été fait globalement avant, enfin ces mesures-là, cette validation-là, elle a été faite avant l'avènement de la ventilation en 6 millilitres kilo pour tout le monde en réanimation. Et depuis que la ventilation est en 6 millilitres kilo, probablement le cutoff est revu un peu à la baisse. Au-dessus de 13%, si vous avez un cœur droit qui marche, un cœur gauche qui marche, et que vous avez les autres conditions de validité, c'est globalement sûr que vous allez répondre au remplissage avec une sensibilité et une spécificité. Si vous êtes ventilé en 6 millilitres kilo, en SDRA et tout, bah, probablement le cutoff il est un peu inférieur. L'autre chose, c'est que pour un patient en bloc opératoire, le cutoff qui a été retenu par la SFAR, c'est 10%. Donc là, débrouillez-vous avec cette question pour y répondre en 2025. Hein. Quelle est la valeur seuil pour en prédire une réponse en remplissage? C'est 13% historiquement en réanimation, probablement revu à la baisse aujourd'hui. 10% pour la SFAR pour le bloc opératoire. Bon, je ne sais pas ce que le correcteur attendait. Les autres indices dynamiques qu'on peut avoir, ils fonctionnent exactement sous le même rationnel. Donc, c'est la variabilité de l'indice de plétismographie. Donc, c'est l'indice en fait qu'on a à la saturation. Vous voyez la saturation pulsée au doigt. En fait, elle est plus ou moins perçue, plus ou moins importante en fonction du volume d'éjection systolique.
Donc, on peut calculer ce qu'on appelle le PVI en pourcentage. Pareil, ça permet de voir une variation d'éjection cardiaque ou la variation du volume d'éjection systolique qu'on peut voir soit avec la variation, soit avec des Doppler œsophagiens ou le, tous les monitorages de l'onde de pouls, que ce soit invasif ou non invasif, tout ça peut donner un VES et ça fonctionne exactement sous le même principe avec des seuils qui sont un petit peu différents. Ça, c'est l'algorithme que propose l'ASFAR pour les patients qui ont une certaine, qui sont à risque élevé ou très élevé de comorbidité ou de chirurgie à risque de complications post-opératoires. Donc, ils disent que si on a un indice dynamique qui est inférieur à 10%, globalement, il faut arrêter le remplissage. Si on a un indice de dynamique qui dépasse 10%, que ce soit la variation de la pression pulsée ou la variation du volume d'éjection, dans ce cas-là, on peut continuer à remplir le patient. Donc ça, c'est le seuil retenu par l'ASPAR. Pour le père opératoire, c'est plutôt 10%. Si vous voulez vous rappeler facilement des limites du delta PP et de tous les autres indices de dynamique, il y a un auteur, Michard, là, qui avait créé ce petit truc qui s'appelle Limits. Donc je trouve que c'est assez facile comme moyen mnémotechnique. I pour les battements du cœur irréguliers. Ah oui, ça ne marche que si le cœur est théoriquement sinusal régulier. M pour la ventilation mécanique à bas volume. I pour increased abdominal pressure. T pour thorax open, hein, ça marche pas quand on fait de la chirurgie thoracique ou quand on est en chirurgie cardiaque avec le cœur ouvert. Ça ne marche jamais quand on est en ventilation spontanée, parce qu'en ventilation spontanée, on ne sait pas ce que ça va faire. Enfin, ça n'a jamais été validé. Et L pour low HA sur RR ratio, donc c'est pour Heart Rhythm and Respiratory Rate. Donc c'est pour les bradycardies extrêmes ou les hautes fréquences. Donc limits, si vous voulez apprendre ce moyen mnémotechnique, ça permet d'aider à retenir les conditions de validité de la mesure. Donc Et les théoriquement, effets, un célio, on n'a pas le droit de l'utiliser. On va... théoriquement, non. Ouais, théoriquement. Ouais. Enfin, on peut l'utiliser, mais c'est juste que on n'est pas sûr. Ça n'a pas été validé pour. Donc, ça veut dire qu'un delta PP à, je sais pas, 12%, on n'a aucune idée que si vous remplissez le patient, ou 13%, on n'a aucune idée de si vous remplissez le patient, vous allez avoir une amélioration du débit cardiaque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le delta PP, initialement, ça a été validé avec de la SWAN ou de l'échographie œsophagienne. Donc, ils ont vu ils ont vu plein de patients qui avaient des delta PP à 10, 11, 12, 13, 15, 9, 8%. Ils leur faisaient des épreuves de remplissage, une mesure de débit cardiaque avant, après remplissage, et ils voyaient ceux sur lesquels il y avait effectivement une augmentation de débit cardiaque. C'est comme ça que c'était validé. Donc, comme ça n'a jamais été fait sur des patients qui avaient une célioscopie avec un abdomen gonflé à 14 mm de mercure ou 14 cm d'eau, et bon, on ne sait pas ce que ça donne. À 14 cm d'eau dans l'abdomen, si vous avez un delta PP qui augmente, on ne sait pas si en remplissant, ça va augmenter le débit cardiaque.